your fingers like that. Yes. Make a triangle with your finger. Yeah. Yes, yes, just like that. And then slowly bring your forehead down. That's very, very, very proper. So good. おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。Wow. Oh dear. Donc oui, dans ma famille, nous sommes très métissés, puisque nous avons du côté de ma grand-mère du sang indien arawak, du sang d'Afrique noire, et aussi des origines européennes, notamment de la France et de la Suisse. Donc ma mère est née aux Antilles, elle est née en Guadeloupe, ainsi que tous ses frères et ses sœurs. Mais dans tout ce mélange, il y avait un ancêtre qui nous était particulièrement... qui nous intriguait particulièrement, c'était Oto Kawamura, donc qui était japonais, et dont nous souhaitions découvrir un peu mieux l'histoire. Pendant 5 ans, j'ai fait un travail de recherche énorme pour retrouver trace de notre ancêtre Oto Kawamura et éclaircir une légende familiale. J'étais loin d'appréhender l'impact que cette recherche aurait sur ma famille et la façon dont nous nous définissons. Elle est où encore? Ça c'est Mamilia? Mais ça c'est... Mamilia, et ça c'est... C'est qui ça? Daddy. Et c'est qui? C'est ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Oui, je pense que je devais avoir 5 ou 6 ans quand ma mère m'a raconté pour la première fois cette histoire. Et en fait, c'était très bref parce qu'elle ne connaissait pratiquement rien sur Oto. Elle disait qu'il était né à Tokyo, qu'il était donc japonais, qu'il avait 3 frères et qu'il avait un cirque, qu'il avait voyagé dans toute l'Amérique latine et aux États-Unis et qu'il était mort assassiné au Brésil en 1921. C'était tout. Et nous, en fait, on n'avait que 2 photos de lui. Il y en a une où on le voit en effet assis entre ses 3 frères. Ça doit être pris autour de 1910 en Amérique latine. Et une autre, c'était sa carte de visite, qui disait Imperial Japanese Vaudeville Kawamura, donc circus. Et en fait, c'était une histoire tout à fait extraordinaire. Pour nous qui vivions en France, nous n'avions aucun lien avec le Japon, quel qu'il soit. Nous ne parlions pas la langue et en fait, notre apparence, on avait juste un peu d'apparence physique, asiatique, quelques traits, quoi, c'est tout. Bah quand même, parce que maman a des traits aussi assez asiatiques, hein, dans la forme du visage. Déjà dans la couleur de notre peau quand même aussi, un peu. Enfin on voit peut-être plus l'hiver d'ailleurs, quand on est un peu jaune. Bah, je trouvais que c'était original d'avoir un ancêtre qui était dans un cirque, c'est quand même relativement original. Trapéziste qui plus est.
quelqu'un du Japon qui s'était installé en Afrique centrale, en Amérique centrale, pardon. Donc je trouvais ça assez rigolo, puis d'avoir une photo ancienne comme ça, je pensais que c'était original, puis ça faisait un thème de fête tout à fait pratique. Donc je pensais au fait que nous partons au Japon demain et que comment ça se fait qu'on n'ait jamais parlé vraiment du Japon avec papa, mais de son papa, de toutes ces choses-là. On n'a jamais eu des communications là-dessus. Je ne sais même pas s'il connaissait son papa, s'il se souvenait, s'il avait vu des photos, est-ce que ça l'intéressait, est-ce que ça l'intéressait pas. Jamais on a eu. En entendant cette histoire, j'ai eu l'impression que le monde s'ouvrait devant moi. À l'étranger comme en France, j'étais considérée comme une Française pure souche. C'était comme si j'avais un secret. À 13 ans, j'ai eu envie d'échapper à une vie de province trop prévisible et qui me suffoquait. L'Angleterre des années 80 avec sa musique punk et rock m'attirait, et j'ai donc décidé de partir y habiter dès que possible. Je n'ai pu le faire qu'à 21 ans dans le cadre de mes études. J'étais seule, je ne connaissais personne, mais j'étais libre. Je vis en Angleterre depuis maintenant 17 ans. En fait, dans ma famille, c'était presque plus facile pour moi d'entamer cette recherche parce que je parlais l'anglais couramment et que cette recherche allait nous amener à voyager dans de nombreux pays. Et en fait, on avait un document de départ qui était donc son acte de décès que ma tante Tama avait trouvé au Brésil et qui nous donnait des indications sur son adresse, la façon dont il était mort. Donc c'était vraiment le premier document tangible qui nous prouvait bien qu'il avait existé en fait. Depuis toute petite, j'avais toujours entendu dire qu'il était mort assassiné au Brésil en 1921 et que son trapèze avait été scié. Je sais, il semblerait que ce n'était pas un accident, ou si c'est un accident préparé. Et donc on nous a beaucoup dit ça, mais comme ça s'est passé très loin, on n'a jamais eu la preuve des choses. Hace tiempo yo oí hablar, no sé si será verdad, pero que la mayor parte de los contrarios, por ejemplo, con nosotros mismos, a mí me le echaron ácido al trapecio bien. Y yo enmecida, yo me estoy meciendo y miré hacia arriba, ¡pin! Se me reventó. El trapecio tenía 4 sogas, era de 4 sogas, 4 Braided, sí. 4 trenzas. Y se me reventó uno, hice la tirada. Y reventó otro, hice la tirada. Hice 2 tiradas y cuando cogí la subida para bajar, se reventó y me quedó en un hilo. Dans les archives du cimetière de Damosa à Sao Paulo, où il est enterré, on a découvert que son corps avait été embaumé dans l'attente d'être rapatrié par un proche. Mais personne n'est jamais venu. On l'a alors jeté dans une fosse commune, puis la fosse a été déterrée pour faire de la place aux plus riches. Maintenant, plus personne ne sait réellement où il est. Nous nous sommes rendus à Porto Rico, où s'était soi-disant installé un des frères de mon arrière-grand-père, un certain Nubo. Il était fort possible qu'il soit maintenant décédé, mais peut-être avait-il laissé une descendance. C'est sa petite-fille et son gendre que nous avons retrouvés avec l'aide d'une généalogiste. À Porto Rico, il existe en effet peu de gens originaires du Japon ou portant le nom Kawamura. That's Noble. Yeah, he was the small. Tommy was tall. C'était le plus grand. Yeah, he was very tall. But my mom told me that people was always laughing at him because he was so small. Nobu et Lucila se sont rencontrés au Costa Rica, puis se sont installés à Porto Rico où ils ont adopté une orpheline portoricaine, Auvergnat.
Auvergnat a épousé Miguel et ils ont eu 3 enfants. Lisette et ses sœurs, bien qu'elles n'aient aucun lien de sang avec nous, sont aussi fières que nous de leur lien avec le Japon. Avant que ma famille ait eu le temps de le connaître, Nobu est mort du cancer à Porto Rico en 1965. Il n'a jamais raconté sa vie du cirque, ni même parlé de ses frères à sa famille. Cependant, au fil de nos conversations, nous allons obtenir d'autres révélations. Otro. De hermano Otto. Que supuestamente eran Otto y Tame. Y Nobu, esos eran para mí. Tame, Nobu, and Otto. Tame is a brother? Yeah. He said. En l'espace de quelques heures, nous avions dans nos mains une multitude de photos d'Otto et de ses frères à différentes périodes de leur vie, et leur histoire commençait à se matérialiser. This is great. It's really good for us because we have no idea. We don't know anything. 1901, l'exposition panaméricaine, village japonais, Buffalo, New York, Matsumoto Otto, Tame Nobu, souvenir. C'était la première fois que nous voyions des photos d'Otto enfant. La plupart de celles-ci avaient été prises aux États-Unis. Il était donc fort possible qu'ils y aient passé une grande partie de leur enfance et de leur jeunesse. On a vu beaucoup de photos. Hein? Tu t'attendais pas à voir cette photo-là? Anciennes des frères Carole Nora, plus petits, plus grands. Ça fait comment alors d'apprendre tout ça? C'est-à-dire qu'on a les réponses de tas de questions qu'on se posait depuis pas mal d'années. Donc c'est toujours bien agréable d'avoir des réponses, de ne pas rester dans le mystère. Quoi qu'il en reste encore des mystères. Hein. Mais enfin, on sait qu'ils sont arrivés en Amérique. Où exactement, on ne sait pas, mais on sait qu'ils sont arrivés très jeunes, enfants. Quel genre de vie Otto avait-il eu au Japon avant de partir? De quel milieu venait-il? Nous avions retrouvé une liste de passagers de bateau d'un de ses premiers voyages en direction de New York en 1892. Comment Otto a-t-il vécu cette transition du Japon de la période Meiji à l'Amérique de la fin du XIXe siècle? Au travers de 2 documents, le passeport japonais d'Otto et la liste des passagers de bateau d'un de ses premiers voyages à New York, nous avons la confirmation qu'il était bien un artiste, qu'il était né autour de 1880 et qu'il était originaire du Japon. Donc les États-Unis, oui, étaient particulièrement ouverts à l'immigration entre 1870 et 1924, hein, particulièrement l'immigration japonaise. Et le port d'Ellis Island aux États-Unis a été créé donc, près de la Statue de la Liberté, spécialement pour ça, pour accueillir les immigrés. Rien cependant ne prouve qu'il ait eu à se soumettre à la longue procédure d'immigration pour entrer dans le pays. Comme de nombreux artistes ambulants de l'époque, il est probable qu'il n'ait pas souhaité prendre la nationalité américaine, au cas où les États-Unis ne s'avéraient pas être la terre promise dont il avait rêvé. Big ports in Latin America were Havana, Buenos Aires, Rio de Janeiro. Those were major ports that ships constantly passed to and fro between New York Harbor and there. Barry Moreno est bibliothécaire à la Fondation Ellis Island et un spécialiste de l'Amérique de la fin du XIXe siècle. The show was divided into acts. So they issued something called a bill. There were like 9 acts on the bill, typically in vaudeville. The opening act and the closing act, and then everything in between. And they were generally very stereotyped kind of performances.
playing on the old story about the Irishman drinking too much, the Jew being greedy for money, the black being lazy and stupid, the Chinese being eccentric in appearance, manner and walk, that kind of thing. Il semble que tout ce qui était japonais à cette époque avait un côté exotique, comme le décrit cet article d'un journal américain, l'Atlanta Constitution, le 2 février 1890. Nobu, the smallest and the youngest of the three, is 5. Tame is 6 and Otto is 7. They were born in Kyoto, Japan, and their father was a clever actor and has played on the many stages in Japanese cities. He died a few months ago after arriving in New York from Cuba, where he had been to full engagements. They were then taken on by the Sugimoto troupe, and they have been making a good living for themselves and their mother, who is in New York. The Japs are speaking their language, and the Spanish language and also English very well. Ouais, donc faire des arts martiaux, faire du cirque, faire du cheval, être doué en kabuki, toutes ces choses-là, ça demande énormément d'entraînement. Donc comment il arrivait à trouver le temps de tout faire, d'être bon dans tout. C'est pour ça que je me demande à quel niveau de kabuki ils étaient, si c'était du kabuki traditionnel comme on vient de voir ici, ou si c'était du kabuki peut-être plus adapté aux audiences de l'Ouest en fait, donc au pays où ils allaient. Enfin je sais pas quel rôle ils jouaient, ça m'intéresserait de savoir. Si je jouais des rôles de femmes plutôt que des rôles d'hommes. Enfin, je me suis posé plein de questions. Et puis la minutie, le sens du détail, les costumes. Enfin, il y a plein de questions que je me pose en fait. Je me suis rendue aux Archives nationales de New York pour chercher des documents officiels de la famille Kawamura. Passeport, acte de mariage et de décès. Mais je n'ai rien trouvé. Otto et sa famille semblent être passés au travers des recensements nationaux, parce qu'ils étaient constamment en déplacement. Nous nous l'ont prouvé les photos de Lisette et Miguel. Otto, Nobu et Tame avaient bien fait partie des villages japonais des expositions panaméricaines. C'étaient les beaux jours des expositions universelles, vitrines extravagantes sur le monde où se rendaient chaque année des millions de visiteurs pour faire l'expérience des cultures étrangères. On construisait des bâtiments temporaires où s'abritaient les exposants pendant plusieurs mois. La culture japonaise était très prisée à l'époque dans les grandes capitales du monde. Otto et ses frères en ont-ils bénéficié ou étaient-ils simplement exploités? Ils étaient sous la tutelle de Yoichi Kudara, un dompteur équestre japonais de renommée internationale. Leur emploi du temps était très chargé. Ils donnaient une représentation toutes les demi-heures, du matin au soir, 7 jours sur 7 pendant près de 9 mois. Oui, alors en rentrant de Porto Rico, j'ai donc fait des recherches sur Internet et j'ai découvert qu'il existait un film qui s'appelait donc The Japanese Village, le village japonais, qui avait été filmé le 31 juillet 1901 par Thomas Edison et donc dont on pouvait en obtenir une copie à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Alors je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit Otto et ses frères qui étaient en train de faire des acrobaties, qui avaient l'air relativement compliquées. Et alors quand quelqu'un bouge comme ça, on découvre tout de suite une partie de sa personnalité, de sa relation avec les autres. Donc la façon dont il était dont il s'occupait de ses frères par exemple. Il avait à peu près 21 ans quand le film a été tourné. Et en fait, on reconnaît également les traits de famille. Vaudeville was really like a chain of theaters owned by one person or one company. So really, when you worked in vaudeville, your booking agent could book you on like 20
30, 40, or 50, 60 theaters across the United States, so that you were guaranteed work for months, but they had to travel across the country. Qu'a pu être leur réussite à eux, étrangers aux Amériques? Après avoir fait partie de plusieurs troupes, les frères Kawamura ont fini par créer leur propre cirque autour de 1910. On peut penser qu'ils aient été très connus à l'époque, car un film portoricain des années 60, intitulé El Jibarito, sur la vie du célèbre musicien Rafael Hernandez, a complètement reconstruit le cirque Kawamura et a fait jouer à un acteur portoricain le rôle de mon arrière-grand-père, Otto, directeur du cirque. Oigan, ustedes son de Aguadilla. Sí, señor. ¿Conocen por casualidad algún músico del pueblo? Circus acts were sometimes booked into vaudeville, but only some. Only what was considered the best. Circuses were companies. They were traveling companies mostly. Some of them were major, huge companies, of course, controlled by very wealthy promoters. Otto et ses frères ont-ils eu autant de succès en tant qu'hommes d'affaires qu'en tant qu'artistes? J'avais toujours entendu dire qu'Otto était franc-maçon, comme l'étaient beaucoup de gens du cirque à l'époque. But Freemasonry, yeah, that was one way of advancing yourself in politics and in business. If you were a Freemason, you would get the job in every case. If you were a Freemason brother, then you were preferred in every way over someone who isn't. And that's just the way the life was. Est-ce que cela lui permettait de faciliter ses déplacements et de demander des traitements de faveur dans les pays où il voyageait? Big thing for the people in the circus. Well, my father was a Mason. My father and his brother. Pero ¿qué significado? Ella me pregunta el significado que tenía ser masón para tener el circo. No. Era más fácil. To go places. Era más fácil para viajar y conseguir cosas. Ah, yes, so definite. Yeah. It was more easier. Yes, because of the mason. Il est difficile de savoir quels obstacles ils ont rencontrés dans la poursuite de leur fortune. ¿Tú sabes si él era masón? Sí, masón. Yo estuve también como 2 años más o menos también. He was a Freemason. Avant de quitter Porto Rico, nous sommes allés chercher l'acte de naissance de mon grand-père à Magaguez, dans l'espoir d'obtenir de nouvelles informations. Malheureusement, nous n'avons rien trouvé que nous ne connaissions déjà. Et sur ce document apparaît le nom de mon arrière-grand-mère, Inès Vlao. Nous avons alors décidé de nous rendre en Guadeloupe, où elle s'était installée et où nous avions de nombreuses racines. Du côté de ma grand-mère, Gisèle Arisic, nous sommes descendants des Indiens Arawak, exterminés par les Indiens Caraïbes peu de temps après l'arrivée de Christophe Colomb aux Antilles. Comme la plupart des Antillais, nous avons aussi du sang africain et européen, et des ancêtres aussi bien esclaves que maîtres esclavagistes. Enfant, j'aurais voulu que mes racines noires et indiennes soient plus évidentes physiquement. Bien que je sois originaire des Antilles, on me considère toujours là-bas comme une touriste, lorsque je rends visite à ma famille. La femme d'Otto, Inès Vlao, était originaire de l'île de Saint-Martin, moitié hollandaise et moitié française. Elle-même était très certainement d'origine hollandaise et danoise. Une loi américaine a interdit jusqu'en 1967 les mariages interraciaux aux États-Unis. Il est donc fort probable qu'Otto et Inès se soient mariés dans une des îles des Caraïbes, telles que Saint Kitts ou Saint Thomas. Nous avons rendu visite à Mercedes Penaya, une amie très proche de mon arrière-grand-mère, Inès. Inès a fait beaucoup de bien à tout le monde, mais elle n'était pas une femme riche. Et à Saint-Martin, si on n'était pas riche, on n'était rien. Ah oui. Les blondes c'est hollandais, mais oui. c'est toujours Saint-Sombé. Hein. Ah oui. Mais le père était un Peterson, c'est ça?
Je ne sais pas. Parce qu'on l'a considérée comme une Peterson. Est-ce qu'elle te parlait un peu de son mari, de ce qu'elle a vécu avec le cirque? Elle ne parlait pas beaucoup parce que elle avait eu beaucoup de déceptions, tu vois, du côté de la famille Peterson, tu vois. Ah oui. Parce qu'évidemment, à l'époque, tu sais, le premier cirque, dans des petits comme ça, des petits pays où, tu sais, c'était rien fait, tu vois. Saint-Martin, c'est rien du tout, c'était une coquille. Et puis, qui faisait le tournoi, c'était des golettes. Ah, il faisait ça sur des golettes. Mais il n'y avait pas de bateau, ma chère, Ah, oui, c'était des ça, golettes. des golettes. Otto et Inès ont eu 3 enfants. Otama, Ottilia et mon grand-père à qui on a donné aussi le nom d'Otto. Il était né à Porto Rico en 1914 et s'était fait naturaliser français en 1933. Mais lui, sa personne même, ne pouvait pas, on pouvait pas dire qu'il était antillais, quoi. On voyait bien que à tous les niveaux, quelle que soit la chose, et puis même sa façon de penser, tout ça, c'est dans les gènes, de toute façon. J'étais très proche de ma grand-mère, mais je n'ai rencontré mon grand-père que 2 fois. S'il avait vécu plus longtemps, peut-être que j'aurais eu le temps de lui poser des questions sur nos origines japonaises. Papa était à la fois antillais, mais respectant quand même les choses qui étaient l'éducation. Par exemple, ma mère, il aura gardé jusqu'à la fin une bonne opinion de ma mère en ayant l'image que c'était l'éducation même. C'était la femme idéale, si tu veux, au niveau de l'éducation, mais de l'autre côté affectif et tout, on sentait qu'il y avait un manque à gagner. Depuis ma naissance, je suis quand même de naissance sur le sol antillais. Donc, dans ma jeunesse, tout ce que j'ai reçu et toutes les relations que j'ai eues au niveau de ma jeunesse étaient avec des Antillais. Donc, ce qui fait que j'ai pris plus le mode de vie antillais. On rentrait dans l'école maternelle et ces collègues-là commençaient à rire. Alors, on a trouvé ça bizarre, on juste comprendre que c'est les gens qui étaient fait rire. Et là, on a vu directrice là. On a vu ces collègues-là après, on m'a dit mais pourquoi ils étaient carrés là, on rentre dans l'école là? Ils ont dit nous comprenons c'est où sont les étrangers, nous étions carrés directrice là, parce que nous comprenons directrice là, pas ça par les bas. Et donc nous comprenons vous, êtes l'étrangère, et là où commencez à parler pour nous, nous disons mais il n'est pas étranger, il connaît nous, il peut parler créole comme nous. Quand il était au lycée, je lui disais, regarde, moi quand j'étais petit, on me traitait de chinois. Je lui disais, mais vous, quand vous voulez voir loin, qu'est-ce que vous faites? Vous clignez des yeux. Moi, les miens sont toujours clignés, donc je vois loin tout le temps. Entre frères et sœurs, je crois que ce qu'on aimait particulièrement, c'est de savoir qu'on était un peu japonais. Ah oui. Et ça nous a toujours intrigués, fait plaisir, nous placer un peu différents par rapport au reste des autres enfants. Ça a toujours été un petit plus. Moi, personnellement, ça m'expliquait pas mal de choses sur la façon dont je voyais les choses. C'est pourquoi on m'a toujours dit depuis jeune que je faisais mûr. Pour mon âge, on me l'a toujours dit. Et je pense que c'est à cause ou grâce des origines, hein, et mon caractère faisant, donc ça rentrait dans le mystère. Très souvent, on me disait, comme on disait souvent à d'autres de ma famille, que nous avions des caractères japonais. Ça voulait certainement dire quelque chose. Je ne sais pas, une certaine façon peut-être de voir la vie, une certaine approche, une certaine rigueur parfois. Et puis, non, je pense que ça a apporté beaucoup. Pour ceux de ma génération, le lien avec le Japon s'estompe. Il nous est difficile aujourd'hui de nous définir racialement et culturellement. Même si nous sommes fiers de nos origines, il faut avouer qu'elles sont particulièrement compliquées. Otto, dans son travail, était amené à promouvoir tout ce qui était japonais. Et lui pouvait se déclarer l'être à 100%. Nous définir est beaucoup plus difficile. Je ne préciserai pas que je suis japonais. Ils verront sur le nom, ah bon, vous avez un nom japonais, mais comment? À ce moment-là, je pourrais expliquer. Mais
Je ne vais pas me présenter comme un Japonais au Japon, ce serait ridicule. Il y a toujours une interrogation et qui est un peu... disons qu'à la limite, j'aimerais bien que ça se voit d'emblée qui je suis, quoi. Alors, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Je ne sais pas, parfois c'est un peu pénible. Parce que, ah bon, tu es antillais, ah bon, tu es d'origine japonaise, ah bon, qu'est-ce que tu... Enfin, ça implique des interrogations et c'est d'où tu sors, qu'est-ce que tu es. Enfin, alors, soit les gens sont intelligents et la discussion est intéressante et c'est rigolo parce qu'ils hallucinent, quoi, d'imaginer comment ça a pu se rencontrer tout ça et se mélanger. Ou alors, il y a parfois des réactions qui ne sont pas forcément très intelligentes. Alors bon, c'est pas très grave, mais c'est un peu pénible, quoi, de toujours devoir se justifier sur ses origines. Cet héritage japonais restera-t-il quelque chose d'important dans notre famille dans l'avenir? Ne sera-t-il encore nécessaire de nous définir de cette manière dans les sociétés de demain de plus en plus multiculturelles? Avant de quitter la Guadeloupe, je souhaitais me recueillir sur la tombe de mes grands-parents au cimetière de Basse-Terre. C'est là que j'ai réalisé que j'avais un pèlerinage à faire. Il n'est plus un personnage de conte pour enfants, comme on l'avait un peu imaginé, puisque avec le vécu qu'il avait eu, le spectacle, le théâtre et tout ça, on s'imaginait plus un personnage de conte qu'un personnage réel. Et j'avoue que ce voyage est plus qu'enrichissant à tout point de vue humain et à tout point de vue affectif et tout ce qu'on peut imaginer de plus merveilleux dans la vie. Et j'avoue que c'est le plus grand des rêves de ma vie et c'est extraordinaire. C'était la question que je me posais. J'aurais aimé savoir si, quand nous sommes dans le train avec eux, au milieu d'eux, s'il n'y a qu'eux et nous, est-ce que nous étions perçus comme des étrangers ou pas? À mon avis que oui. Parce que, ne serait-ce que par le regard insistant de la petite fille sur moi, elle n'arrêtait pas de me regarder, la petite là. Et puis quand elle changeait son regard, mais dès que je levais les yeux, j'étais sûre de rencontrer son regard. Donc je l'intriguais quand même. Il y a un petit garçon qui m'a regardé aussi. Ouais. C'était son petit frère, puisqu'ils étaient avec leur maman. Et elle se posait sûrement des tas de questions en ce qui nous concerne. Donc ils doivent sentir un peu l'asiatique en nous, mais ils nous perçoivent sûrement quand même comme des étrangers. Bien qu'Otto ne soit pas enterré au cimetière de Yanaka à Tokyo, nous souhaitions quand même le visiter, dans l'espoir de prendre du recul par rapport à nos recherches intenses et difficiles. Il y a une partie de notre famille qui est enterrée là. Il y en a forcément, puisqu'ils étaient de Tokyo, même si ça remonte à loin. Il y en a peut-être quelques-uns, pas tous, mais quand même quelques-uns. C'est là que beaucoup d'émotions ont fait surface. Mais si tu dis que ça te travaillait depuis l'âge de 16 ans, tu avais quand même un peu le temps de lui poser certaines questions. Je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas
discuter. Il vaut mieux rester dans les non-dits comme nous en avons. Oh ben non, justement parce qu'on n'arrivera pas à s'entendre, puisque nous avons deux manières d'appréhender les choses. Moi, je me rends responsable de n'avoir pas posé les questions, personnellement. Je regrette, mais je me rends responsable. Parce que quand j'aurais pu les lui poser, et je ne lui ai pas posé. Ça correspond à ton caractère. Hein. Ouais. Mais, pourquoi moi, toi? Il y avait 7 enfants, il y a 7 mais moi, je parle de moi, les choses qui m'intéressaient. Même moi, j'aurais pu poser des questions. J'ai connu ma grand-mère, j'ai connu mon grand-père, j'ai connu... Oui, mais justement. Donc, c'est surtout ma grand-mère, j'étais très proche de mamie, moi. Non, mais enfin, moi, je prends comme exemple les conversations que j'ai avec mes enfants, justement, ne sont pas du tout les mêmes. Et j'essaie de donner à mes enfants le maximum d'informations sur moi-même, sur ce que je suis, sur mon vécu avec mes frères et sœurs, sur mon vécu avec mes parents, sur les parents que je connais et qui m'ont plus ou moins apporté des choses. Et je leur apporte justement ce qui me manque à moi. Le Japon d'aujourd'hui est très moderne. Il ne reste presque plus rien de celui de l'époque Meiji. Et là où habitait Otto, se dressent maintenant 2 grands magasins. Un maillon de la chaîne nous avait échappé. En 1892, Otto avait voyagé de Cuba à New York avec un 3e frère, Komajiro, de 15 ans son aîné. Komajiro avait eu une liaison avec un jeune botaniste japonais très connu à l'époque, Komagutsu Minakata. Celui-ci avait écrit un journal de ses voyages dans lequel il faisait mention de leur rencontre. Avec l'aide de Joko Mitsukami, nous avons pu rencontrer M. Nakase, le directeur du musée dédié à Minakata. So all of these days, Minakata visited Komajiro. In Cuba. November, At the circus, November 4th. I don't know where they were staying, but probably. So it says like, you know, he traveled, got into America through San Francisco, and then, you know, traveled near to Texas, and then got into Mexico, and after that they moved into Cuba. He met Komajiro in Cuba, didn't he? I think so. Yeah, so this is the story Komajiro was telling to Minakata. So he's... Oh, this was Komajiro saying to Minakata, that's where they traveled before coming to Cuba. Oh, okay. Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. C'est extraordinaire. J'ai les choses, c'est toutes les choses sur ma tête. C'est que Chien de poule. C'est lui qui l'a écrit. Et tout ça s'est passé autour de nous, tout près. Maybe fingerprints on it. DNA. Minakata et Komajiro se sont très certainement séparés en quittant Cuba. Both of these handwriting of Komajiro. Basically, this is saying, like, you know, I'm presenting this, giving this to Mr. Komajiro, Mr. Minakata. Yeah, Minakata, in Havana on this day. Nous ne savons pas ce qu'il est advenu de Komajiro après 1892, car nous n'avons trouvé aucune trace de lui après cette date. Avant de quitter le Japon, nous voulions rendre hommage à Otto. Pour cela, nous avons participé à une cérémonie bouddhiste dans le cadre de la fête des morts du Bon-Odori. 感じなものでね、塔婆っていうのは仏様ご一体の姿なんですよ。で、亡くなられた人っていうのはこの世の形をね、
いわゆる形がなくなって魂の世界へ行かれるんですよね。我々も今形がありますから、だから私たちは形があるから形のものを食べられる。今もお菓子を食べればなくなるでしょう。ところが亡くなられた人にお供えね、おりんごでもしていてもいつまでもおりんごがあるでしょう。形のものはもう食べられないんですよ。じゃあ何を召し上がるかというと、香りね、香りを召し上がる。香りってことは木なんですね。期待の木なんですね。それを召し上がるんです。それということで、いわゆる今一度ね、みんな形あるものが一緒にみんなと一緒に遊びたいというか、一緒に楽しみたいっていうその気持ちを組んで、今一度形を作ってあげるわけです。それが当場という亡くなられた人のお姿を今一度そこにだから名前を書いて作るわけです。そしてそれを亡くなった人は一番何が落ち着かというとお水なんですね。水当場というものを書いて、その水供養をする、当場流しをする。それがお盆の一番の供養なんですね。だから姿形はないけど見たりとか音とか、ね、そういうのをいっぱい感じる。Mais Otto-grand-père, l'arrière-grand-père, je le conçois plus comme le père de la famille en quelque sorte. Celui qui a vraiment influencé tout ce qu'on a fait. Un personnage hors du commun qui a une influence sur toutes nos vies en fait. Parce que même si on l'ignorait au niveau culturel ou au niveau nationalité, etc., on emporte quand même le nom, on emporte les gènes, on emporte les traits physiques. Donc rien que ça, même en dehors du fait de voyager, de toutes ces choses-là, il a un impact énorme. She's so moved. She's really moved. It's really what? You're moved. I am. I'm crying. Nous sommes dans une famille où c'est un assez important melting pot, puisqu'on a des origines, que ce soit du côté de mon père, que ce soit du côté de ma mère, qui sont assez hétéroclites. Donc ça permettrait quand même d'avoir une idée plus précise de l'ensemble de ce qui nous fait, quoi. Et c'est toujours intéressant au niveau personnel d'avoir une idée quand même de ses origines. Dans quelle mesure notre code génétique reflète-t-il la façon dont nous construisons notre identité sociale et culturelle? Pour le savoir, j'ai passé un test ADN qui a permis de calculer le pourcentage de mon apport japonais. Les résultats
Qu'est-ce qu'il a fait le test ADN, toi? Oui, donc j'ai envoyé j'ai fait un Une goutte de sang, une salive. Voilà, une salive. Sur une plaque. Dans une enveloppe, dans et donc ça a voyagé jusqu'aux États-Unis. Et ils ont fait le test, ça a pris 2 mois. Et j'ai reçu un certificat. Oui. Qui authentifie que tu es bien une femme. Donc mes résultats. Et alors, voilà. En fait, tu es adoptée. Je suis adoptée. Voilà. 84% européenne. 9% Sub-Saharan African. Ça veut dire Afrique noire. Ouais. D'accord. 4% East Asian, donc ça c'est asiatique de l'Est de l'Asie, d'accord. Et 3% Indien d'Amérique. J'ai été très surprise d'apprendre que j'avais si peu de japonais en moi. C'est intéressant ça. People become genealogists not through deliberate intent, but through accident, because they want to know about their grandmother, the stories their great-grandparents told. They want to know about their ancestries. They want to know about lost backgrounds. They want to know about the old country, their ancestral home site and graveyards and, you know, where their people are from. Et puis pour le reste de la famille, ça permet d'avoir une histoire pour les enfants, raconter un petit peu d'où ils viennent, expliquer un petit peu le nom. C'est vrai que c'est plutôt pour les générations futures, cette recherche, c'est plutôt pour les générations futures, pas tellement pour moi en fait. Non, ils ont conscience de leur origine différente, parce qu'on en parle. Mon fils est assez fier d'ailleurs d'être un descendant japonais. Il en parlera certainement avec ses mots, mais oui, on en parle. Ils savent bien sûr qu'ils viennent, ils ont des arrière-grands-parents asiatiques. Le film a permis de l'appréhender plus comme une personne vraie, avec une vraie histoire, plutôt qu'un personnage de conte de fées. Et je pense que ça l'a rendu plus accessible et plus humain. Enfin, c'est ce qu'on espérait. Après 5 ans de recherche, j'ai compris que bien que l'histoire de notre famille soit compliquée, c'est la diversité de nos origines qui nous unit. Cette recherche nous a enfin donné l'occasion d'en parler et de partager nos pensées sur ce qui fait notre famille.